Bonjour, bienvenue au cours de mécanique de bâtiment pour les salles techniques. Dans le contenu de ce cours, on va premièrement voir l'introduction de la mécanique de bâtiment. Qu'est-ce que la mécanique de bâtiment? Pour mieux comprendre pourquoi que ça existe, puis qu'est-ce que ça représente. On va parler de psychométrie. C'est la science qui caractérise l'air. Évidemment, on parle de mécanique de bâtiment, on parle de chauffage, on parle de refroidissement. C'est vraiment très important de bien connaître les propriétés de l'air. On parle de conception de système, c'est quoi les systèmes typiques qui sont utilisés. On va parler des conditions de température et d'humidité dans les salles techniques, les particularités par rapport aux conditions de température et d'humidité qu'on veut pour les occupants, le fonctionnement des systèmes du CT de Drummondville. On va parler des contrôles des paramètres, quels sont les paramètres qui sont judicieux de contrôler et lesquels qu'on est mieux de non contrôler. On va se préparer à quelques conseils pour la préparation de la formation d'obtenir une conclusion, et puis on va enchaîner avec la conclusion. Les objectifs de ce cours. Premièrement, on va comprendre l'importance de la mécanique de bâtiment. Vous allez comprendre aussi les interactions entre la température et l'humidité pour être capable de mieux réagir avec l'évolution des conditions, obtenir un aperçu des systèmes disponibles sur le marché, saisir la particularité des salles techniques. Évidemment, on ne peut pas contrôler comme contrôler un bâtiment pour des occupants, surtout dans votre cas. Connaître le fonctionnement des systèmes actuels en place au CT de Drummondville, être en mesure de contrôler certains paramètres, puis évidemment se préparer à la formation optante. Maintenant, nous sommes rendus au volet Introduction de la mécanique de bâtiment. La mécanique de bâtiment, ça existe depuis toujours. La minute qu'un être humain s'est mis un toit sur la tête, il se dit, OK, bien là, je vais gérer de l'eau de pluie ou je vais l'envoyer pour pas qu'elle me tombe dessus. Ensuite, il a mis un deuxième mur, il se dit, ouais, je vais me protéger du vent, je vais me protéger, je vais me faire un feu, je vais avoir moins froid. Fait que la mécanique de bâtiment existe depuis toujours. Évidemment, elle a grandement évolué. Ouais, ça remonte même jusqu'à depuis 100 000 ans pour évidemment le chauffage. On a retrouvé, il y avait des bains chauds qui faisaient tout simplement un feu avec du bois en dessous pour chauffer les bains. Puis évidemment, ça chauffait aussi les parois. Par radiation, ça permettait de maintenir des endroits plus chauds. Les Perses aussi ils utilisaient les tours avant pour ventiler leurs habitations. Fait qu'ils avaient compris que l'air chaud montait de façon naturelle. Puis évidemment, avec le vent qui passait, ça faisait un effet d'entraînement. Ça aidait à ventiler gratuitement, dans le fond, les espaces. Puis dans les systèmes de conditionnement de l'air ont vraiment l'objectif, premièrement, de stabiliser puis contrôler les conditions de température et d'humidité. Deuxièmement, la réduction des polluants de l'air, évidemment, afin d'assurer maximiser la qualité d'air pour les occupants. Plus spécifiquement, le conditionnement de l'air a vraiment 5 fonctions. On a le chauffage, évidemment en hiver au Québec, on connaît ça. Le refroidissement, l'humidification, la déshumidification, puis la ventilation. L'objectif vraiment, c'est le niveau de confort des occupants. Comment on va contrôler les conditions ambiantes? Bien, évidemment, la première chose, c'est vraiment, la première étape qu'on fait, c'est de déterminer c'est quelles conditions de température et d'humidité qu'on veut maintenir. Parce qu'évidemment, tout dépendant de quel type de local, quel type d'utilisation, on va vouloir avoir des points de consigne légèrement différents. Par contre, pour les occupants, c'est relativement similaire. Ensuite, on va calculer, évidemment, on va des calculs de charge et de refroidissement pour voir vraiment, si on veut maintenir s'il fait très froid dehors, on veut un peu chaud à l'intérieur, ça va créer une charge parce que la chaleur va tendre vers les côtés plus froids. On va ensuite définir les débits d'air de requis selon le système qu'on veut implanter. Puis, évidemment, avec ça, on va pouvoir finir par la section des équipements. Fait que la charge, c'est la quantité de chaleur en BTU ou en watts qui sort ou qui rentre dans le bâtiment, qui contribue évidemment à le refroidir ou à le réchauffer en été. La charge de chauffage, dans le fond, c'est la capacité du système. Dans le fond, une fois qu'on a notre charge de chauffage, par exemple, une maison va avoir les conditions à travers les murs, les toits, les fenêtres, l'infiltration par temps froid. Évidemment, une maison, surtout qu'on part l'évacuateur de la salle de bain, la halle de cuisine,
On envoie l'air chaud dehors, l'air froid va être infiltré. Évidemment, une maison, c'est un gros cube. On rentre, on sort 10 litres seconde, 100 litres seconde, 200 litres seconde. Évidemment, il faut qu'il rentre la même quantité d'air pour compenser. Évidemment, en hiver, elle va être froid, elle va être sec, comme on va voir tantôt. Puis, évidemment, l'apport d'air qui va créer une charge. Une fois qu'on a la charge, c'est vraiment c'est quoi le nombre de kilowatts qu'on perd afin de maintenir les conditions qu'on veut. Ça va nous permettre d'évaluer la capacité des systèmes de chauffage. Puis, évidemment, pour le refroidissement, c'est vraiment similaire. On va calculer la conduction des pattes à travers les murs. On va tenir compte de l'ensoleillement, la quantité d'air qu'on va prendre de l'extérieur qui va être chaud et humide dans le cas du Québec. Puis regarder aussi tous les gains internes, l'éclairage, les occupants, les équipements. Puis, une fois qu'on va évaluer toutes les charges, ça va nous permettre de faire la sélection des équipements. Maintenant, nous sommes rendus au volet psychométrie de la formation. La psychométrie, c'est vraiment, ça désigne les caractéristiques physiques et thermodynamiques d'un mélange gaz-vapeur. Évidemment, dans notre cas, le mélange qui nous intéresse, c'est l'eau et l'air. Il y a deux caractéristiques qu'on rend plus importantes. C'est les caractéristiques que nous, on utilise à tous les jours. C'est évidemment la température et l'humidité. La température, elle, évidemment, elle dépend de la chaleur contenue dans l'air. Plus l'air est chaud, plus la température monte. Et puis, l'humidité, elle va dépendre de la quantité d'eau qui est présente dans l'air. Puis, évidemment, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, il y a plusieurs sources qui peuvent générer de l'humidité. Par exemple, des douches, la cuisson, la respiration des occupants, les plantes, les travaux de rénovation dans la peinture à l'eau, qui peuvent modifier, dans le fond, l'humidité relative à l'intérieur d'un bâtiment. Un élément qui est vraiment très important de comprendre, l'air, il faut vraiment l'avoir. Oui, c'est toutes des molécules, puis la meilleure analogie qu'on peut faire, c'est avec des pingouins. Les pingouins, ça permet, quand les pingouins, il fait très froid, tous les pingouins, c'est comme des molécules d'air, sont très près l'une des autres. Fait que si j'arrive et je vais essayer d'insérer des molécules d'eau à travers mes pingouins, ça va être très difficile. Par contre, en été, quand il fait plus chaud, évidemment, les pingouins veulent plus d'espace, les molécules d'air, évidemment, sont plus d'expansion. Fait que c'est plus facile d'ajouter des molécules d'eau entre les pingouins parce que les molécules sont plus distancées. Bref, plus il fait chaud, évidemment, plus qu'on crée de l'espace entre les molécules, puis plus c'est facile d'ajouter de l'eau dans l'air. Puis évidemment, si on refroidit, au fur et à mesure qu'on va refroidir notre air, les pingouins les molécules, ou même les pingouins, vont se rapprocher, puis à un moment donné, si on continue de refroidir, ça va tout simplement condenser. Les pingouins vont se rapprocher, puis les molécules d'eau vont sortir du mélange, puis c'est ça que ça va créer la condensation. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre aussi, il y a deux types de chaleur. Il y a la chaleur sensible et la chaleur latente. Fait que la chaleur sensible, c'est pas la température sèche, c'est la température qu'on lit avec un thermomètre régulier, c'est très usuel. Les thermostats, évidemment, on demande si on donne la chaleur sensible, mettons, à de l'eau, qui est à 15 degrés, on va prendre un thermomètre, on va donner de la chaleur, l'eau va changer, va monter jusqu'à 100 degrés. Par contre, la chaleur latente, c'est la température sèche, elle demeure constante. Fait que si je prends un thermomètre, puis je plonge mon thermomètre dans une base d'eau, même si je continue à faire chauffer, l'eau va juste s'évaporer. Fait qu'il va y avoir un changement de phase, mais la température va toujours demeurer simple. Fait que c'est la chaleur qui permet un changement de phase. Ensuite, une autre définition importante, c'est qu'est-ce qu'une tonne de réfrigération? On parle souvent, une unité, il y a 4 tonnes, 5 tonnes, 12 tonnes. Une tonne de réfrigération, c'est un système de mesure qui sert à déterminer la capacité de refroidissement d'un système d'une unité. La signification, ça correspond à l'effet de refroidissement produit par la fonte de 2000 livres de neige, de glace, en 24 heures, c'est-à-dire 12 000 BTU à l'heure, ou 3,51 kW. L'achat psychométrique,
c'est vraiment l'outil qu'on utilise à tous les jours pour bien comprendre puis bien dimensionner les systèmes. Puis c'est vraiment avec cette charte-là qui va nous permettre de mieux comprendre l'impact de la température sur l'humidité. Évidemment, la charte psychométrique, vous allez voir que c'est intéressant, ça nous permet d'avoir 7 caractéristiques sur l'air. Premièrement, on peut avoir la température sec, c'est vraiment la température qu'on lit avec le thermomètre standard. On peut avoir la température du bulbe humide. Ça, c'est une température qui est mesurée avec un thermomètre qu'on va humecter le bout du thermomètre et on va le faire tourner. C'est un peu comme quand vous sortez de la piscine, vous êtes mouillé, la température devient plus froide. Ça nous permet d'avoir aussi l'humidité relative, une valeur qui est très usuelle dans les bulletins de météo. Le point de rosée, l'humidité absolue, on va parler aussi d'enthalpie et du volume spécifique. Premièrement, température sèche. Comme on a dit, la température sèche, c'est la température qui est lue par un thermomètre standard. Fait que sur notre charte psychométrique, c'est important de comprendre que c'est toutes des lignes verticales. Tout simplement, fait que si on voit notre charte psychométrique de moins 15 degrés C à 55 degrés C, fait que c'est vraiment des lignes verticales. C'est ça qui caractérise la température sèche. L'autre élément de mesure qu'on a pour caractériser l'air, c'est la température du bulbe humide. C'est vraiment, on prend le thermomètre, on prend le bout humide, on le fait tourner pour qu'il devienne l'air qui a un effet de vent pour refroidir le plus possible. Ça va légèrement descendre la température, puis ça va nous permettre de quantifier la quantité d'humidité dans l'air. Fait que si on reprend notre même charte, on avait ici, verticalement, c'était les températures sèches, puis on a des lignes obliques pour les températures de bulbe humide. Ensuite, il y a aussi l'humidité relative qu'on peut aller chercher sur la charte psychométrique. Fait que finalement, l'humidité relative, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est vraiment, c'est relative au maximum que l'on peut insérer. Fait que si on passe à nos pingouins de tantôt, ici nos pingouins sont très distancés, il y a beaucoup d'espace, on est à 23 degrés. Fait évidemment, on peut mettre beaucoup d'eau dans notre volume d'air. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas tellement, fait qu'on a 15% d'humidité relative. Par contre, si je prends mon volume d'air, je le comprime, évidemment, mes pingouins se rapprochent légèrement, l'eau, il y a moins de place, fait qu'on monte à 18%. Fait que ça veut dire qu'on remplit à 18%, on a mis 18% du volume d'eau qui était possible de mettre à cette température-là. Évidemment, ainsi de suite, si on descend la température à 14 degrés, on monte à 26% d'humidité relative, à 0, on est à 69, puis à moins 5, ça condense. Mais pourtant, on a changé le pourcentage d'humidité relative, mais on n'a pas changé la quantité d'eau qu'on avait dans notre mélange. Fait que c'est vraiment, lorsqu'on réchauffe, l'air prend de l'expansion, mais la quantité d'eau, elle ne change pas. Fait évidemment, c'est pour ça que la station d'humidité diminue, parce que l'humidité relative diminue. Fait que si on prend notre charte, tantôt on avait les lignes ici qui étaient pour les températures sèches. On avait les lignes obliques pour les températures humides. Puis ici, on a les lignes pour l'humidité relative. C'est important de comprendre l'humidité relative. On a 10 20 puis évidemment monter jusqu'à 100 Fait que la charte, c'est important de comprendre que tout ça ici, oui, ça sert pour mesurer, mais la limite de l'air est ici. Il n'y a aucune air qui est dans ce secteur-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas être plus humide que 100 Ensuite, on a le point de rosée. Le point de rosée, c'est vraiment la température à laquelle l'humidité contenue dans l'air commence à condenser. L'air est alors saturé à 100% d'humidité. Il serait impossible d'en ajouter davantage. Quand on atteint le point de rosée, dans le fond, il y a condensation. Fait évidemment, on a notre même exemple que tantôt. On a refroidi, l'air s'est comprimé, puis on a atteint notre point de rosée.
Fait que si on retourne à notre charte psychométrique, pour les points de rosée, c'est des lignes horizontales. Évidemment, on avait les lignes verticales pour la température sèche. On a eu aussi la bulle humide en oblique. Ici, on a nos lignes d'humidité relative. Puis ensuite, on a les lignes pour le point de rosée. Ce que ça veut dire, c'est que si on est à 25 degrés et puis 50 si on refroidit cette terre-là à environ 14 degrés, ça va commencer à condenser. Fait évidemment, c'est pour ça, quand on refroidit l'air condense. Fait évidemment, c'est pour ça que tous les serpentins d'X, les serpentins de refroidissement ont tendance à condenser. Souvent, toujours un enjeu de mettre un bac d'égouttement adéquat pour peur de problème. Puis autant, évidemment, que le serpentin de chauffage, on prend l'air, on va la réchauffer, on va s'en aller dans cette direction-là. On n'a jamais aucune condensation avec un serpentin de chauffage. On a aussi l'humidité absolue. L'humidité absolue, contrairement à l'humidité relative, elle ne change pas en fonction de la température, elle est constante. Fait que c'est vraiment important, c'est la masse de vapeur d'eau par rapport à la masse d'air sec. Puis juste pour vous permettre d'un peu mieux comprendre les valeurs en jeu, si on prend 1 mètre cube d'air à 24 degrés C, à 40 d'humidité relative, notre cube d'air, il pèse 5,6 kg. Puis, bon, évidemment, on est habitué de le voir, de l'avoir sur notre tête, fait qu'on ne le sent pas. Puis, il contient seulement 40 ml d'eau. Fait qu'il y a vraiment, oui, il y a de l'eau dans l'air, mais la quantité est très minime par rapport au volume d'air. Fait que si on regarde l'humidité absolue, on voit que c'est les lignes horizontales exactement comme les points de rosée. Puis évidemment, c'est la quantité de l'eau. Fait que même si on a 25 ici j'ai 20 d'humidité relative, si je prends mon air, je me déplace sur ma courbe, à un moment donné, je vais atteindre 10 d'humidité relative. Par contre, pour l'humidité absolue, je vais toujours être 0,0004. Fait que c'est un avantage de quand on travaille avec cette valeur-là, quand on voit un phénomène qu'on se déplace sur la courbe, c'est plus facile à tenir compte parce que c'est une valeur qui est fixe comparativement à l'humidité relative qui change au fur et à mesure que la température de l'air évolue. Ensuite, on a l'enthalpie. L'enthalpie, c'est vraiment, il faut voir ça comme l'énergie qui est contenue dans l'air, puis évidemment, l'énergie va varier en fonction de la température et de l'humidité. Puis la température augmente, évidemment, plus les molécules ont de chaleur, évidemment, plus les molécules ont plus d'énergie. Si on regarde toute la charge psychométrique, c'est les lignes obliques qui sont similaires à la température de bulbe humide qu'on a vu préalablement. Évidemment, ça nous permet de démontrer que pour tout l'air, peu importe les conditions ici, que je prenne 20 degrés à 15 d'humidité relative, 15, ou un point ici, ça va être la même quantité d'énergie que mon air va avoir. Ensuite aussi, on a le volume spécifique qu'on peut aller chercher. Évidemment, le volume spécifique, c'est le contraire de l'humidité. Plus que le volume est grand, plus évidemment que le volume est prêt pour une même place, fait que c'est plus léger. Puis plus que le volume spécifique est petit, plus que c'est pesant. C'est pour ça qu'ici on voit, on varie de 0,75 à 0,90, 0,95. Fait que ça va expliquer pourquoi l'air chaude est plus légère. On le voit ici, le volume spécifique tend à augmenter. Le volume spécifique augmente à fur et à mesure que l'air devient plus froid. Dans l'outil de la charte, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir avec deux informations seulement, d'avoir toutes les conditions de l'air. Si on prend notre exemple, on a 25 degrés, on trace notre ligne 25 degrés ici, à la verticale. On a 50 d'humidité relative. On vient trouver notre bande de 50 d'humidité relative. On la trace en bleu ici. Ça nous donne un point.
Évidemment, avec ce point-là, ça va nous permettre d'aller chercher, premièrement, la bulle humide, 18 degrés C. Ça va nous chercher la quantité de l'humidité absolue. Dans ce cas-ci, il y a 0,010 kg d'eau pour kg d'air sec. Le point de rosée, qui ici est 14 degrés, ça veut dire que si je prends cette terre-là et je la refroidis, à 14 degrés, ça va condenser. Je vais aussi avoir l'enthalpie, qui est 50 kJ par kg d'air sec. Puis évidemment, j'ai mon volume spécifique, qui est dans ce cas-ci, c'est 0,858 m3 par kg d'air sec. Évidemment, c'est important de comprendre, sous la chambre psychométrique, tous les mouvements qui sont horizontaux, c'est vraiment pour se modifier la chaleur sensible, et le vertical, c'est pour l'humidité. Si on prend notre point ici, si on veut réchauffer, on va aller dans cette direction-là, sans humidifier. Si on veut refroidir, ça va être vers la gauche. On va descendre pour déshumidifier. Puis quand on veut humidifier, c'est-à-dire qu'on a une certaine condition, un mélange de température, de conditions dans celle-là, et on veut plus haut, on va être obligé d'humidifier pour monter sur la chambre. Évidemment, pour cette raison-ci, on peut vraiment synthétiser que c'est la chaleur sensible, puis monter comme ça, c'est la chaleur latente. Maintenant qu'on a vu la chambre psychométrique, on va faire un petit exercice pour voir à quoi ça peut servir dans le monde réel. Évidemment, on a par exemple, on a un mélange d'air, on veut savoir combien de kilowatts de refroidissement qu'on doit fournir pour dimensionner notre serpentin, les compresseurs, notre système de réfrigération. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va placer nos points. Évidemment, ici, c'est le point de température extérieure. On voit qu'on est environ à 33 degrés, puis on est très humide. Ici, on a le point 1 qui est la température de retour, 25 degrés C, 50 d'humidité relative. Puis, on a l'alimentation qu'on va vouloir maintenir 13, puis 85 d'humidité relative. On a un système pour de 10 000 litres seconde, puis avec 29 d'apport d'air extérieur. La chose que ça nous permet de faire, c'est de dire on a un mélange entre le point 1 et le point 2. Évidemment, ce n'est pas un mélange à 50 fait qu'on ne prend pas un point en plein milieu. Le 29 c'est que 29 de l'air provient du PT1. Qu'on a ici, la distance correspond à 29 de cette distance-là. Puis évidemment, cette distance ici correspond à 71 de la distance totale entre les deux points. Ça nous donne notre point de mélange. Puis, évidemment, avec notre serpentin, on va dire, OK, bien, nous, on prend de l'air ici, puis on veut amener l'air à ce point-là. Puis, évidemment, pourquoi qu'on utilise le point de 12-13 degrés pour l'alimentation d'air, puis tous les systèmes de ventilation sont designés avec ce point de consigne-là. C'est une des raisons, c'est ça permet de diffuser l'air sans créer trop d'inconfort. Évidemment, si on envoie l'air trop froid sur les occupants, l'air a tendance à tout simplement tomber, puis ça devient très inconfortable parce qu'il ne faut pas envoyer beaucoup d'air, tandis que l'air à 12-13 degrés, ça permet d'avoir un certain bon débit, en envoyant de l'air froid, ça permet de bien la brasser avec l'air ambiant avant que l'air tombe sur le monde, puis ça devienne inconfortable. J'ai mes deux points, je prends mon air ici à 53,3 kJ par kg d'air sec. Je vais refroidir jusqu'à une enthalpie de 33 kJ par kg d'air sec. Évidemment, quand j'arrive pour évaluer le calcul pour un kilowatt, je vais prendre mon débit d'air en litres secondes, je vais le multiplier par la densité, je vais faire le différentiel de l'enthalpie. Je vais enlever pour mes mètres cubes, les convertir en litres, parce que j'ai des litres secondes. Ça va me donner 242 kW. Puis, évidemment, je veux convertir en tonnes. Ça va être 242 kW fois 3413 BTU/h par kW, multiplié par des tonnes sur 12 000 BTU, parce qu'il y a 12 000 BTU/h, comme on l'a vu tantôt, par tonne. Ça nous donne un système de 69 tonnes. Maintenant, nous sommes rendus au volet conception des systèmes. Comme on a mentionné préalablement, les systèmes de climatisation, ça réfère à tous les systèmes qui permettent de modifier
les conditions de l'air, la chauffer, la refroidir, la déshumidifier. Fait que dans ces 5 fonctions, on prend le chauffage de l'air. Dans l'hiver, on va pouvoir chauffer notre air pour compenser les pertes de chaleur. En été, on va pouvoir refroidir, évidemment, pour l'effet contraire. En hiver, on va pouvoir humidifier pour rendre l'air moins sec, plus confortable. On va pouvoir déshumidifier en été. Puis la ventilation, c'est vraiment associé à l'apport d'air frais ou au retrait de l'air usé. Puis évidemment, il y a plusieurs systèmes qui existent sur le marché. Un des premiers systèmes qui était très commun dans les maisons dans les années 40, 50, même 60, c'était les radiateurs à l'eau chaude. Fait qu'on avait une chaudière à l'eau chaude, puis qu'on faisait circuler de l'eau chaude dans le réseau. Le radiateur, évidemment, étant chaud, comme on a vu tantôt, la densité change. Évidemment, l'air chaud en monte, puis l'air froid redescend. Fait que ça permet une convection autour du radiateur. Fait que là, typiquement, c'est à côté de chaque fenêtre, il y avait un radiateur. Fait que c'est des systèmes très simples, puis évidemment, facile d'utilisation, puis relativement très fiable. Puis ça permettait de chauffer à l'électricité ou au gaz naturel, ou même à l'huile dans certains cas. Ensuite, on a le système de chauffage. Par contre, le chauffage est à la vapeur. Ce qui veut dire, au lieu d'avoir une boîte à l'eau, on a une boîte à vapeur. Fait évidemment, on va chauffer notre eau très fort jusqu'à temps que ça devienne de la vapeur. Puis, c'est la même chose que l'eau, sauf que les radiateurs sont beaucoup plus performants. Évidemment, on a de liquide à l'intérieur, de la vapeur est beaucoup plus chaud que l'eau. Évidemment, c'est un système qui est beaucoup plus utilisé dans le niveau commercial, le résidentiel, on le voit beaucoup moins. Puis la particularité de ce système-là, c'est que souvent, dans le commercial, on a besoin d'humidité, de vapeur, soit pour humidifier, stérilisation, pour certains procédés commerciaux. Fait que ça nous permet de chauffer et de régler aussi les problèmes de procédés pour en avoir de besoin. Par contre, si c'est vraiment seulement pour chauffer, c'est vraiment un système qui est plus rare d'utilisation. Ensuite, on a les systèmes de chauffage électrique qui sont très communs. D'après moi, j'ai la très grande majorité des bungalows qui ont ça dans leur sous-sol. C'est des systèmes qui sont peu coûteux à installer, qui donnent quand même un certain confort. Ça permet aussi, surtout si on a raccordé un thermostat, ça coûte pas cher, puis évidemment, peu de maintenance associée à cet système-là. Ensuite, on a le système de refroidissement. Fait que le système de refroidissement, c'est vraiment c'est important de comprendre le cycle, parce qu'évidemment, après ça, on va s'amuser avec le cycle pour voir c'est quoi les différentes variantes du cycle de réfrigération. Fait que si on va partir d'un point, ici on a du réfrigérant, fait qu'on a du réfrigérant froid qui est liquide. Évidemment, ici on va arriver dans un évaporateur. L'évaporateur, l'idée c'est qu'on va injecter de la chaleur dans notre réfrigérant, qui va faire que le réfrigérant liquide va s'évaporer, d'où le nom évidemment d'évaporateur. Ensuite, le réfrigérant vapeur va rentrer dans un compresseur. Évidemment, à cause qu'il est en vapeur, on peut l'utiliser dans un compresseur. Puis, il va sortir à plus haute pression à la sortie du compresseur. Mais le principal avantage, une fois qu'on va monter la pression, c'est que la température également va avoir monté. Fait qu'en ayant monté la température, ce que ça permet, c'est que le condenseur qui est à l'extérieur, on va être capable d'échanger avec la température. Fait que même s'il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, bon, à cause qu'on a monté notre fluide en température, notre gaz en température, on va être capable d'échanger avec une température extérieure. Puis évidemment, la température de l'extérieur, elle va faire condenser le liquide, ça va faire du réfrigérant liquide chaud. Puis ensuite, on va porter à travers une valve d'expansion qui va rabaisser la pression, la même que la pression que le compresseur a injectée, pour redevenir froid. Évidemment, on va avoir du liquide très froid, puis évidemment, on va recommencer le cycle. Puis ensuite, pour l'évaporateur, évidemment, ça peut être un climatiseur, un ventilateur avec un serpentin expansion directe, avec de l'air qu'on va aller donner de la chaleur au réfrigérant, puis en même temps, ça va enlever de la chaleur à notre air. Ou on pourrait utiliser aussi de l'eau, par exemple, pour un refroidisseur.
Puis évidemment, pour le condenseur, c'est la même chose. On parle des condenseurs à l'air, puis aussi on peut être des condenseurs refroidis à l'eau, par exemple pour les centrales d'eau glacée. Fait que la principale différence entre les systèmes, c'est vraiment au niveau de l'évaporateur. On va regarder différents systèmes types qui sont très simples. Je pense que le fameux Window Unit, c'est un grand classique. Évidemment, c'est le même cycle de réfrigération. On va avoir ici le condenseur à l'air qui va passer avec, on a du gaz ici à la sortie du compresseur, on va le condenser. Ici, il va être rendu liquide. On va passer à travers la valve d'expansion. Ça va diminuer la pression et la température. Ensuite, on va passer dans l'évaporateur qui est à l'intérieur avec un ventilateur qui permet de circuler l'air. Puis, évidemment, une fois qu'on va être en vapeur, on va passer à travers le compresseur qui va monter la température, puis ainsi permettre d'échanger avec l'extérieur. Évidemment, c'est un système simple, peu coûteux, mais aussi très bruyant, parce qu'on a le compresseur, on entend très bien le compresseur à l'intérieur. Évidemment, la deuxième étape, c'est d'installer un système d'expansion directe, la même chose. Par contre, on a pris les deux systèmes qui étaient ensemble, puis on les a séparés. Puis, évidemment, le principal avantage, c'est d'avoir le compresseur à l'extérieur. En ayant les compresseurs extérieurs, on a évidemment le même cycle de réfrigération. Ici, on a l'évaporateur qui envoie la chaleur à l'extérieur. On a le compresseur qui, après ça, avec du gaz compressé, permet d'échanger avec le condenseur. Puis ensuite, on a le liquide froid qui revient dans l'évaporateur pour se faire évaporer. Les systèmes DX sont très utilisés. C'est des systèmes fiables, ils n'ont pas besoin d'apport d'eau. Fait que ça, c'est un exemple de rooftop, une petite toiture très standard. On a exactement les mêmes systèmes. On a ici notre retour d'air qu'on va arriver, on va en sortir une partie de l'extérieur, puis on va prendre un peu aussi d'air frais pour augmenter la qualité d'air. On a notre serpentin de refroidissement, qui lui est la même chose. On se retrouve avec, dans l'air chaud, va réchauffer le réfrigérant. Le réfrigérant va devenir gazeux. Ensuite, il va passer dans le compresseur. Ensuite, il va sortir très chaud. Il va être refroidi dans le condenseur ici à l'air qui est sur la toile. Ensuite, on a notre liquide qui va être passé à travers le robinet d'expansion pour redescendre en température, puis évidemment permettre de refroidir notre air. Puis évidemment, une fois qu'on a de l'air froid, on va venir la réalimenter dans nos gaines. C'est un exemple de rooftop de toiture typique. Ensuite, on a des systèmes à l'eau glacée. Évidemment, c'est des systèmes avec les centrales d'eau glacée. Il y a plusieurs façons de le faire. Fait que, mais encore, ça tourne toujours. On a le même cycle de réfrigération. C'est la même chose. On a notre refroidisseur, on a l'évaporateur. Évidemment, au lieu d'être de l'air, comme dans les cas préalables, ça va être avec de l'eau. Qu'on va venir refroidir l'eau qui passe. Évidemment, en refroidissant l'eau, ça va venir réchauffer, donner de la chaleur à notre réfrigération, à notre réfrigérant pour qu'il s'évapore. On va passer à travers le condenseur. Ensuite, au niveau du condenseur, la même chose, on va se faire circuler de l'eau. Puis, c'est de l'eau. Puis, en envoyant de l'eau ici, l'eau, elle va prendre la chaleur du réfrigérant. Le réfrigérant va condenser pour poursuivre sa route vers le robinet d'expansion. Ensuite, il va redevenir liquide, puis on va continuer de tourner. Puis, au niveau du condenseur, la sortie de l'eau va être plus chaude, puis on va aller la sortir la chaleur avec une tour d'eau de refroidissement, par exemple. Puis, souvent, dans certains cas, on a des solutions d'échangeurs à plat, ou tout simplement des échangeurs, qui va permettre de faire du refroidissement sans compresseur en hiver. Il y a quand même plusieurs bâtiments commerciaux qui ont ce type de système-là. C'est très commun. Probablement, ça permet de sauver de l'énergie sur le refroidisseur. Puis aussi, ça permet de faire les entretiens majeurs sur les gros équipements en hiver parce qu'on n'a pas de besoin. Évidemment, le système de refroidissement à l'eau, on a notre même système, on a notre refroidisseur. Ensuite, quand on l'arrête, on peut mettre un échangeur pour évidemment faire notre eau glacée seulement avec une tour de refroidissement. Mais évidemment, la tour de refroidissement, elle peut être remplacée par, premièrement, un condenseur à l'air. On pourrait prendre le réfrigérant, l'apporter à l'extérieur, mettre un condenseur à l'air.
on pourrait avoir une tour d'eau d'amont évaporative. On pourrait avoir aussi de l'eau. On a des fois des systèmes qu'on va rejeter la chaleur ici, produite, on va l'envoyer dans un lac, dans un cours d'eau. Ensuite, on a la ventilation. Pourquoi ventiler? C'est vraiment, bien évidemment, on a, les maisons sont de plus en plus isolées. Évidemment, quand on est une vieille maison, il y a tellement d'ouvertures, de craques, que la qualité d'air, il ne faut pas s'inquiéter, elle est là. Par contre, c'est des maisons difficiles à chauffer, puis ça devient rapidement coûteux pour maintenir une température confortable. Par contre, à force de trop isoler les maisons, il faut faire attention parce qu'il y a moins d'infiltration qu'avant de façon naturelle. Fait qu'il y a quand même des polluants dans l'air qui sont générés par le tapis, papier peint, les pesticides, solvants, CO2 quand le monde respire. Il y a aussi on va l'installer pour ventilation pour évacuer le surplus d'humidité créé par la respiration, la lessive, la cuisine. Par exemple, quand on respire, ben, c'est 10 fois plus d'eau dans l'expiration que l'inspiration. On veut aussi éviter la prolifération de bactéries, parce qu'on sait qu'on veut un certain niveau d'humidité pour le confort, mais un niveau d'humidité trop élevé va causer de la moisissure, va diminuer le risque d'infection des poumons. Puis aussi, la ventilation, c'est important. Est-ce que c'est essentiel, même pour un centre informatique? Oui, parce que ça produit des composés organiques volatiles, les serveurs. Par exemple, si on prend pour la ventilation, juste la ventilation de la simple flux, c'est-à-dire un seul évacuateur, typiquement, on va mettre un système d'évacuation, on va évacuer l'air de la cuisine, la salle de bain, puis on va envoyer ça directement à l'extérieur. Puis évidemment, ben, comme on l'a dit tantôt, si on évacue 200 litres seconde, 300 litres seconde, il y a évidemment 300 litres seconde qui va rentrer par les craques, par des trous des fois qui vont être faits pour laisser rentrer l'air, mais on n'a pas le contrôle de cette température d'air, puis elle va rentrer un peu partout dans la maison. Par contre, si on a un système à double flux qui est beaucoup plus standard de nos jours, ça nous permet, premièrement, on va aller évacuer la même chose qu'avant. On va aller évacuer la cuisine, les salles de bain. Mais l'air, on peut la préchauffer en hiver pour qu'elle soit moins froide, puis on va être capable d'aller vraiment la diriger aux heures de séjour des chambres. Puis, évidemment, ça va être par transfert d'air que l'air va se retrouver dans les salles de bain, dans la cuisine pour être évacué. Évidemment, la quantité d'air frais, on évalue premièrement une quantité qu'on veut rentrer à l'extérieur pour avoir une certaine qualité d'air, mais comme on l'expliquait tantôt, on veut souvent maintenir des conditions de température avec les systèmes de ventilation. Fait que ça va nous générer qu'on va avoir un certain débit d'air pour alimenter. Évidemment, si je veux climatiser 3-4 tonnes, bien, ça va me prendre environ 200 fois 3-4, fait que ça va être 600-800 litres seconde. Mais je n'ai pas besoin d'avoir autant d'apport d'air extérieur. Puis comme on a vu tantôt, plus que la quantité d'air extérieur est importante, plus que ça prend un plus gros compresseur. Fait que ce qu'on va installer dans ce temps-là, c'est de la recirculation d'air. Fait que ça, c'est un système en H typique. Fait que ça nous permet vraiment de prendre de l'air de l'intérieur, d'en évacuer une certaine partie de l'extérieur pour laisser de place à l'air frais. Puis, ça nous permet d'avoir un plus grand débit qui va nous permettre, ensuite, on va filtrer l'air, on va avoir un serpentin de chauffage, un humidificateur, un serpentin de refroidissement, un ventilateur, puis on va alimenter l'air pour les occupants. Les unités de ventilation, notamment, ça va vraiment d'un ventilateur de toiture, le très commun, aller aux grosses centrales d'air. Vraiment, on est rendu à regarder pour vos systèmes que vous avez actuellement installés. Fait que si on regarde un peu, je me mets à la place du monde qui a fait la conception de vos systèmes, premièrement, je me dis, OK, bien, on est où? Bon, on est à Drummondville. La température extérieure a varié beaucoup, de moins 36 à 38 degrés C. Ensuite, OK, bien, j'ai plus de polluants, ça c'est bon. Je vais à Edilène aussi. Est-ce que c'est mieux de faire du refroidissement gratuit ou récupérer de la chaleur? Parce que évidemment, la chaleur,
on peut dire, bon, on va la garder pour nous, puis on va essayer de réchauffer des sections de bâtiment qu'on a besoin, ou je vais la sortir dehors le plus efficacement possible. Dans votre cas, bien évidemment, vous n'avez pas de contrôle sur les charges de refroidissement du procédé. Vous n'avez aucun contrôle à quelle vitesse que des charges informatiques vont être installées. Ils peuvent partir demain, ils peuvent opérer, mais vous devez quand même maintenir les conditions minimales dans votre bâtiment. Ça prend des systèmes avec haut niveau de disponibilité. Les coupures de service ne sont jamais de mise. Puis, évidemment, des systèmes peu d'entretien pour faciliter le maintien du haut niveau de disponibilité. Fait, évidemment, quand on regarde les systèmes qui ont été installés, probablement le chauffage est fait via des serpentins électriques ou des aérothermes électriques. Il y a quand même plusieurs avantages. Absence d'eau, vous évitez les risques de dégâts d'eau, c'est fiable, c'est un court temps de réaction, indépendant de la charge du procédé aussi. Fait que ça vous permet de chauffer le bâtiment même s'il n'y a pas de serveur d'installer. Par contre, évidemment, c'est énergivore parce que c'est de l'électricité qu'on fournit directement pour chauffer. On a la ventilation refroidissement général, c'est un système à H, comme on a vu, et puis un système avec serpentin DX. Évidemment, un serpentin DX, ça veut dire qu'on a un serpentin avec des compresseurs, ensuite c'est un condenseur à l'air, fait que ça évite d'avoir des tours d'eau qui sont quand même qui exigent beaucoup d'entretien. Le refroidissement des salles de serveurs, c'est du Kyoto Cooling. Fait que c'est un rejet de chaleur efficace qu'on cherche. Maintenant, nous sommes rendus au volet conditions d'humidité dans les salles techniques. Évidemment, dans les systèmes standards, pour les occupants, typiquement, que ce soit des bureaux, des chambres d'hôtel, des centres de classe, on va toujours vouloir maintenir 22, 23, 25 degrés C. Évidemment, en été, on va vouloir maintenir un peu plus chaud parce que le monde sont moins habillés. Puis, évidemment, en hiver, on a toujours un peu plus habillé, fait que les températures vont maintenir plus 21-22 pour être confortable. Point de vue humidité relative, évidemment, en été, on va être toujours à peu près à 50 d'humidité relative, 50-60. Puis, en hiver, par exemple, on va descendre jusqu'à 30 d'humidité relative. Évidemment, s'il y a plus d'humidité, on va sentir un phénomène de froid, on va être inconfortable. Puis, aussi, ça évite de la condensation aux fenêtres. Par contre, pourquoi on ne prend pas les mêmes conditions de température pour les salles techniques? Fait qu'évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, les machines, ce n'est pas les mêmes choses que nous. Puis, plus qu'on utilise les valeurs tolérables par les serveurs, par les équipements techniques, ça permet de faire aussi des économies d'énergie importantes. Évidemment, les occupants sont remplacés par des machines. On ne vise plus de conditions confortables pour des êtres humains, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir des conditions optimales d'opération pour les machines. Fait que si on regarde notre salle de serveur, si on prend un serveur typique, évidemment, on veut avoir une température ici, c'est de 60 à 90 en degrés F, fait que c'est environ 14-15 degrés C jusqu'à 28-29 degrés C. Puis, évidemment, on voit la plage tolérable est beaucoup plus élevée que nous. Nous, quand on veut maintenir une température, ce serait environ, fait que ce serait juste un point. Fait que, on va vouloir maintenir en hiver environ ce point ici, en été ou ce point ici. En été, on va accepter, fait qu'on va jouer justement dans cette plage-là. Évidemment, plus qu'on veut une plage petite, évidemment, plus que ça coûte cher de contrôle d'humidité, parce que si la plage est petite, il faut toujours chauffer un petit peu, climatiser un petit peu, on humidifie, on déshumidifie. Fait que si on regarde un serveur, lui, l'important, c'est vraiment la température à l'entrée. C'est quoi les conditions de température et d'humidité que vous avez à l'entrée? Même dans votre cas, qu'est-ce qui est réglementé avec votre contrat de votre locataire? C'est vraiment les conditions à l'entrée. C'est important de comprendre, si on parle d'humidité relative dans une salle, oui, à l'entrée des serveurs, on va avoir une humidité relative, on va suivre la ligne ici, environ à 45 d'humidité relative. Par contre, une fois qu'on va passer à travers le serveur, puis que là, on va se faire réchauffer, on va descendre à 10 d'humidité relative. Mais pourtant, c'est la même quantité d'air. C'est vraiment une question que, évidemment, l'air est plus chaud, les molécules sont plus distancées, fait qu'on a la possibilité d'ajouter plus d'air. C'est pour ça que l'humidité relative, elle change. Par contre, l'humidité absolue, qui est notre ligne horizontale, elle, ne change pas.
Les principaux défis, premièrement, quand c'est trop froid, mais maintenir ça très froid, les salles, ça coûte très cher d'opération. Il y a des risques de condensation sur les équipements. Trop chaud, bien évidemment, c'est le contraire, les équipements peuvent surchauffer. Le contrôle d'humidité est vraiment très important. Premièrement, si c'est trop humide, possibilité d'avoir de la corrosion, de la moisissure. Trop peu humide, dans le fond, il y a un risque supérieur pour les décharges électrostatiques. Pour les salles de batterie, les principaux défis, c'est vraiment la ventilation de l'hydrogène. À chaque fois qu'on a des décharges et recharges de batteries, tout dépendant du type de batterie, les batteries ici, on voit, c'est des types mouillés, c'est des batteries non scellées, il y a un dégagement d'hydrogène. Ça ne prend pas un très gros débit d'air pour évacuer l'hydrogène, mais c'est important que les débits d'air soient toujours là pour évidemment éviter une explosion. Puis, même si on parle de batteries scellées, c'est des batteries qu'en temps normal, il n'y a aucune libération d'hydrogène. Par contre, il y a des soupapes de sûreté dessus. Fait que si les soupapes ouvrent, évidemment, l'hydrogène va être rejeté à l'atmosphère. Fait que c'est toujours des principales préoccupations avec les batteries, c'est vraiment d'évacuer l'hydrogène. Ensuite, pour les salles électriques, évidemment, il faut vraiment regarder chacun des équipements. Si on regarde un transformateur, oui, on prend typiquement 25 degrés C comme point de consigne, mais la plage optimum, c'est très tolérant, c'est de 0 à 30. La plage acceptable, c'est de 0 à 40. Puis, bien, dans le fond, sa température, elle augmente au-dessus de 30, la capacité de notre transformateur diminue. Si on regarde d'autres équipements typiques de notre salle électrique, il y a les UPS, dans le fond, les unités d'alimentation sans coupure. C'est des systèmes qu'on généralement on maintient environ à 25 degrés C. La plage optimum, c'est de 0 à 40, c'est la même plage acceptable. C'est des systèmes qui sont très tolérants. Par contre, c'est vraiment les batteries qui viennent cibler le point de consigne qu'on va vouloir. Fait que si j'ai des batteries, je vais maintenir une 25 degrés C, parce que la plage optimum, c'est entre 23 et 27. Évidemment, grâce au Québec, c'est oui, les batteries, c'est bon de moins 40 à 50, mais quand la température elle diminue en bas de 25, la capacité diminue. Évidemment, c'est plus difficile de faire démarrer notre voiture. Puis là, si la température augmente plus que 25, la durée de vie diminue. Donc, si j'ai une salle que je vais faire la conception, puis je ne vais pas mettre de batterie dans ma salle, ben, je pourrais dire, OK, ben, je vais y aller, puis je vais prendre juste l'air de l'extérieur. Je vais seulement ventiler. S'il fait 30 dehors, il va faire 30, 33 dans ma pièce, mais ça va être acceptable. Par contre, aussitôt qu'on met des batteries, c'est vraiment important de ne pas aller trop haut en température, puis évidemment, pas trop bas pour perdre de la capacité. Ensuite, un autre défi intéressant, c'est les génératrices. Fait que souvent, on se dit, OK, on va mettre une génératrice, on va avoir 500 kW qui va aller vers notre réseau électrique. Bien, évidemment, notre 500 kW, pour le produire, c'est quand même des systèmes qui ont un très faible pourcentage de rendement. Ça dépend des opérations, ça dépend des modèles, mais c'est toujours entre 40 et 50 %. Fait que, typiquement, bien, pour produire notre 500 kW de génératrice, vers 300 kW qu'on va sortir par le radiateur, on va avoir 300 kW qui va sortir par l'exhaust de la génératrice, puis il va y avoir 200 kW qui va être dégagé juste par radiation. Fait que pour produire 500 kW de charge électrique, bien, évidemment, ça prend 1000, si on fait l'addition de tous, le moteur, lui, va fournir 1300 kW, puis il y en a 500 qui s'en vont au système électrique. Ça va rendu maintenant au volet fonctionnement des systèmes OCD de Drummondville. Fait qu'on est ici notre système Drummondville, en plein au cœur de notre bâtiment. On a dans le fond la fonction, la raison d'être du site. C'est vraiment 2 salles informatiques. On a ensuite au périmètre les salles techniques pour supporter tout ce qui est salles électriques. On a aussi les salles ici, mécaniques, là, on a les systèmes Kyoto Cooling. Puis ensuite, on a les aires de bureau en façade pour évidemment la partie administrative du système. Les 2 premiers systèmes qui vous intéressent, c'est les 2 UTA. Évidemment, ils sont situés à à chaque extrémité du bâtiment. La fonction, c'est vraiment de pressuriser, dans le fond, elle contrôle la température dans les salles techniques. Et en plus, ça permet de maintenir les salles informatiques à pression positive.
Évidemment, il y a des salles en pression positive, ça minimise l'infiltration de poussière qui pourrait y arriver, puis ça facilite aussi, comme on va voir, le maintien des températures. Ensuite, on a le système RTU qui est en avant, c'est une unité de toiture qui est dédiée au espace administratif en avant. Et ensuite, on a les systèmes Kyoto, qui sont les systèmes pour évacuer évidemment la chaleur le plus efficacement possible de nos salles informatiques. Premièrement, les unités UTA. Les unités UTA, évidemment, c'est des systèmes qu'on refroidit avec un serpentin de refroidissement DX. On descend environ à 13 degrés. Ensuite, cette air-là, elle va être mélangée avec l'air dans la salle informatique, mais comme la salle informatique, le débit du ETA est inférieur à 2 du valeur du Kyoto Cooling. Fait que le débit est très petit par rapport à l'autre. Évidemment, qu'on injecte le 2 d'air, ben, l'air qu'on injecte, elle devient la même température, puis le volume d'air ne change presque pas de température. Puis ensuite, on va aussi reprendre cette air-là pour aller la retourner ensuite au système UTA pour la faire recirculer. Ici, on a notre système UTA. Fait qu'on voit ici, évidemment, la température de retour, nos conditions de retour. Dans ce cas-ci, on avait 22 degrés C avec 52 d'humidité relative. On a notre ventilateur de retour qui va évacuer de l'air extérieur ou qui va être en recirculation. Puis, ensuite, ici, on était à 100 de circulation, le volet était fermé, mais il y avait de l'air qui rentre. Fait évidemment, on veut maintenir une pression positive. Fait qu'une fois qu'on va mélanger notre air, ici, on a une température de mélange qui est environ à 22 degrés C. On a un serpentin électrique, notamment qui était à l'arrêt, un humidificateur Munters qui permet d'humidifier. Et ensuite, on a les stages du système de compresseur, les serpentins de refroidissement, on a le ventilateur, puis on va alimenter toutes les salles techniques qu'on a besoin. Puis, évidemment, un des avantages, on met toujours les systèmes en amont des ventilateurs. Premièrement, pour une question de vitesse. La vitesse dans le caisson est beaucoup plus faible ici qu'à cette section-là, à la sortie du ventilateur. Puis aussi, ça permet de bien mélanger notre air avant de l'envoyer, de transporter dans le bâtiment. Ensuite, on a l'unité RTU qui fait la section des bureaux en avant. La section des RTU, premièrement, elle prend de l'air extérieur qui est mélangé dans son retour. Ensuite, l'air, comme on voit sur le diagramme, elle passe sur un serpentin de refroidissement. On va toujours maintenir 12-13 degrés à l'alimentation. Puis évidemment, pour le confort des occupants, ça va être un serpentin de réchauffe qui va ajuster la température de l'air qu'on va alimenter dans les locaux. Fait qu'on est ici notre RTU. Fait qu'on a notre air de retour qu'on va prendre l'espace des bureaux. On va en évacuer une partie, on va recirculer une autre partie, on va rentrer de l'air frais à l'extérieur. Avec le ventilateur, on a les serpentins de chauffage, de refroidissement. Puis ensuite, on a à l'intérieur l'humidificateur. Évidemment, c'est une unité de toiture. Fait que l'humidificateur, il est fait à l'intérieur pour éviter que ça gèle. Ensuite, on a les systèmes de Kyoto Cooling. Pour les systèmes de Kyoto Cooling, j'ai une petite présentation. Kyoto Cooling is the most efficient and scalable waterless data center cooling solution available. At the heart of the Kyoto cooling system is the Kyoto wheel, a sensible heat wheel made out of corrugated aluminum that is 90% efficient at rejecting heat. Here's how the system works. Hot air from the servers is pulled into the Kyoto cooling unit by fans. The Kyoto wheel absorbs the heat from the air as it passes through. The cooled air is then sent back to the data hall. In a separate plenum, outside air is pulled into the Kyoto cooling unit by fans, passes through the Kyoto wheel absorbing the heat and discharging it into the atmosphere. The Kyoto wheel continuously rotates between plenums to effectively transfer heat. The Kyoto wheel has a 5-degree approach and is used in series with a variable speed DX cooling system.
When supplying 72-degree air and returning 92-degree air, the Kyoto wheel provides 100% of the cooling with an outside temperature up to 67 degrees. Between 67 and 90 degrees, the Kyoto wheel provides partial cooling. And with temperatures above 90 degrees, the DX system provides 100% of the cooling. This system provides the lowest mechanical PUE in the industry, regardless of climate. This table shows you the percentage of hours in a year when 100% of the cooling will be provided by the Kyoto wheel, a combination of the Kyoto wheel and DX, and the DX system alone. Kyoto Cooling is a completely packaged waterless cooling solution, making it the most scalable cooling solution for new build and retrofit applications. Nous sommes maintenant rendus au volet contrôle des paramètres. Évidemment, dans votre cas, il y a certaines valeurs de consigne qui ont été imposées par Hydro-Québec, votre client, en ce qui concerne les paramètres de la salle informatique. Afin de s'assurer de respecter ces valeurs-là limites, il y a des alarmes qui ont été programmées à ces valeurs-là. Dans votre cas, les valeurs tolérées et monitorées pour les alarmes, on veut une température entre 18,6 degrés C et 26 degrés C. Puis évidemment, l'humidité relative, on cherche à avoir entre 30 et 60% d'humidité relative. Fait, évidemment, votre travail pour les systèmes de son désopérés, c'est vraiment important de toujours demeurer à l'intérieur de ces plages de température et d'humidité relative. Évidemment, pour bien comprendre comment on va contrôler nos systèmes, on va premièrement représenter les plages de tolérance par Hydro-Québec, les plages qui sont exigées. Qu'est-ce que ça représente sur la charte psychométrique? On a évidemment nos deux températures sèches, entre 18,6 degrés C et 26 degrés C. On trace nos deux lignes verticales. Ensuite, on veut entre 30 et 60% d'humidité. On trace nos deux lignes en bleu. Puis, évidemment, ça nous donne une zone acceptable. Maintenant, c'est important de voir, puis en voyant un graphique, je trouve que c'est beaucoup plus clair que juste, si on dit entre 18,6 et 26 et 30-60, ben, on peut sortir, puis sans trop, c'est plus difficile de vraiment suivre, de comprendre si on est loin ou proche de dépasser les limites. L'hypothèse vraiment qu'il faut comprendre, c'est probablement l'alimentation du Kyoto ne modifie pas l'humidité dans l'air. C'est des systèmes, c'est très efficace pour faire du refroidissement, pour évacuer la chaleur générée par la centre informatique. Mais une des raisons pourquoi c'est très efficace, c'est que ça travaille seulement sensible. Oui, quand on va être en été, quand on va partir le système d'urgence, quand il va être en mode de déshumidification où les compresseurs vont fonctionner, puis les séparateurs en expansion directe vont refroidir l'air, il va y avoir de la condensation, mais sinon, on est toujours avec un système qui fait seulement la température de l'air. L'air frais provient seulement que de l'UTA, puis comme on a vu tantôt, le UTA, volontairement, le débit d'air est supérieur à l'alimentation que le retour, fait que ça permet vraiment de pressuriser la salle pour contrôler la température, l'humidité de l'air qui va rentrer dans notre salle. Puis, évidemment, le UTA, comparativement à Kyoto, le débit est vraiment plus petit. Fait que, côté température, ça n'aura pas d'impact. Fait que, évidemment, est-ce possible de faire varier la température de point de consigne en respectant la zone acceptable? Évidemment, si on retourne à notre plage acceptable, on va regarder comment les systèmes se contrôlent. Premièrement, pour les systèmes d'alimentation UTA. Fait que la façon qu'ils sont programmés actuels, ce qu'on va vouloir, c'est premièrement un point de rosée de 6 degrés C environ. Fait que si je trace 6 degrés C sur la charte, je vais arriver ici. Fait que ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais humidifier mon air pour maintenir 6 degrés, ça veut dire que mon air va être légèrement inférieur à ce niveau, à cette ligne horizontale-là. Bien, je vais remonter l'air pour qu'elle soit à ce niveau-là d'humidité. Puis, évidemment, le point de rosée de consigne l'été, c'est 12. Mais comment on fait pour maintenir 12? En hiver, on va humidifier avec le Munters.
Puis évidemment, avec la monteuse, la particularité, vous n'injectez pas d'énergie dans l'air. Fait que la monteuse, c'est un système qui va vraiment suivre les lignes d'enthalpie. Parce qu'on n'injecte pas, on injecte de l'eau, mais pas de l'air, pas d'énergie dans l'air. Fait qu'on reste au même niveau d'énergie. Fait que si, par exemple, j'ai de l'air ici, puis je fais partir la monteuse, je vais me remonter sur ma courbe, sur ma ligne oblique ici, pour atteindre la ligne bleue. Ensuite, pour l'humidité relative, si on ne veut pas dépasser ce point d'humidité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir une température de 12 degrés. C'est en période estivale. Ça va permettre que, peu importe quel mélange d'air qu'on a ici, si on veut maintenir 12, ça veut dire qu'à la sortie du serpentin, on veut 12. Fait qu'évidemment, l'air va condenser. Fait qu'on va enlever toute l'air, toute l'eau qui pourrait être par-dessus ce point-là. Fait que c'est vraiment ces deux paramètres-là qui vont nous permettre de contrôler l'humidité de notre salle. Fait que si vraiment on regarde un exemple en été, on a le point de consigne actuel, on a un point de température qui est dans la salle. Évidemment, ici, c'est un point qui est en amont des serveurs, avant qu'il se fasse aspirer puis réchauffer par les serveurs. On a notre point de consigne de 12 degrés. Fait évidemment, on a un point de température mélange notre UTA qu'on va faire refroidir, qui va condenser jusqu'à 12. Puis évidemment, le 12 degrés, le débit d'air, va aller directement se mélanger avec l'air ambiant qui est à 24. Fait évidemment, comme on n'a pas un gros débit d'air, l'air va atteindre le même niveau. Puis, ensuite, au fur et à mesure qu'on va changer de l'air, qu'on va alimenter de l'air à ce niveau d'humidité-là, bien, le niveau d'humidité de la salle va augmenter tranquillement. Puis évidemment, il va augmenter jusqu'à temps d'atteindre ce point-là qui ne pourra pas aller plus haut. Puis évidemment, ensuite, l'air va être passé à travers les serveurs, elle va sortir de la zone acceptable, mais ce n'est pas grave parce qu'on est à la sortie des serveurs, suivant les conditions à l'entrée qu'on veut maintenir. Ensuite, il y a le point de consigne du Kyoto qui va évidemment rapporter notre air à ce point-là. Puis évidemment, après ça, c'est une roue qui continue de tourner. Si on prend le même système en hiver, on va avoir ici le point de consigne qu'on veut maintenir, 6 degrés C environ. On va avoir l'air dans la pièce qu'on va partir en plein milieu de notre plage acceptable. Évidemment, en humidifiant l'air qu'on veut maintenir, ce point de rosée ici, bien, pour maintenir le point de rosée, si l'air est ici, on va le monter comme ça. Puis l'idée, on va toujours aller chercher à monter la condition qu'on a pour atteindre cette ligne-là qui est horizontale. Évidemment, l'air, en se mélangeant dans le grand volume d'air qui est la salle, en ayant un débit très petit par rapport au Kyoto Cooling, l'air va se mélanger. Puis, on va voir que graduellement, ben, l'air dans la pièce va avoir tendance à s'assécher tranquillement parce que on pressurise de cet air-là. Fait qu'à mesure qu'on rentre un peu plus d'air sec, que l'air qu'on rentre est plus sec que l'air ambiante, ça veut dire qu'on sort de l'air qui est plus humide, bien tranquillement, on assèche la salle. Par contre, on ne va jamais aller à un niveau supérieur, inférieur à la ligne bleue, parce que c'est notre point de consigne. Évidemment, ensuite, on va prendre notre air, on va la chauffer avec les serveurs, on sort à l'extérieur de la plage acceptable, c'est pas grave, c'est pas la plage contractuelle. Et puis après ça, le Kyoto Cooling qui va rapporter notre air à l'intérieur de notre plage acceptable pour permettre de maintenir les conditions qu'on veut par rapport à notre client interne. Évidemment, on veut maintenir là. Pour simplifier les séquences, on a utilisé le point de rosée de 6 et 12 degrés. Pendant 12, c'est très facile à maintenir le point de rosée. On a seulement climatisé à 12 degrés. Évidemment, on ne peut pas avoir un point de rosée qui est supérieur à la température sèche. Puis, on va utiliser la monteuse pour humidifier et maintenir toujours un point de rosée qui est notre ligne horizontale à 6 degrés C.
Fait que, conclusion, ben, toutefois, même que la zone elle pourrait être plus large, on a utilisé un système simple pour contrôler. Fait que volontairement, il y a des portions qu'on ne pourra pas aller jouer dedans, qu'on va pas. Par contre, ça vous donne de la latitude, puis peut-être encore facilité que même si vous dépassez un peu de la ligne à cause qu'il se passe un mauvais contrôle, ben, vous n'allez jamais être en problématique par rapport à votre client. Fait que, bref, si on met comme point de consigne alimentation du UTA un point de rosée de 12 degrés en été, puis 6 degrés en hiver, on peut par la suite amener l'air à n'importe quelle température, puis évidemment toujours rester dans la zone limite imposée par votre client. Quand on parle de monitoring, on parle toujours qu'est-ce qui est important de superviser. Dans votre cas, évidemment, les systèmes de BMS deviennent de plus en plus sophistiqués. Les lectures de température, d'humidité, point de rosée, vitesse, débit sont quantité très importante. Fait que c'est difficile d'aller chercher c'est quelle valeur que je vais regarder le matin en arrivant, une fois dans la journée, 2 fois, régulièrement, pour voir si tout va bien dans ma salle. Ce qui est important de comprendre, à chaque fois qu'on va faire du monitoring, ce qui nous intéresse, c'est la variation des points de consigne. Fait que est-ce qu'il y a, si ça vibre, c'est comme ici, c'est pas grave, mais si il y a un saut, ça veut dire que tranquillement, il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer de façon naturelle. Fait que dans votre cas, ce qu'on nous recommande, c'est vraiment de faire programmer une charte psychométrique dans votre système de régulation numérique. Puis, évidemment, en dessinant les limites acceptables, votre plage d'opération que vous utilisez en temps normal, bien, si vous retrouvez que le point qui est à l'entrée des serveurs ou bon, juste à la sortie des unités de cooling, parce que, évidemment, il y a tellement d'air par les Kyoto Cooling, les conditions d'humidité et de température d'air à l'entrée du serveur correspondent à celles qui sont à la sortie des unités du Kyoto Cooling. Bien, si on met, ce que je vous suggère, c'est de mettre un point, puis faire changer le point à chaque. On ait toujours 15 minutes. Essayez un point, puis vous allez voir si le point apparaît toujours à chaque 15 minutes à la même place, puis vous laissez toujours le T moins 15 minutes, puis le T moins 30 minutes. Bien, vous allez voir tranquillement, oups, comment ça je m'éloigne? Pourquoi que le point n'est pas toujours à la même place? Fait que ça va être beaucoup plus facile de seulement intervenir au bon moment. C'est facile à superviser. Puis, ça va vous simplifier beaucoup. Puis, une fois que vous allez voir que vous parlez de contrôle, là, vous dites, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, je vais aller dans les graphiques, je vais aller voir tous les points de consigne. Mais au moins, qu'est-ce qui va sonner l'alarme? C'est un élément simple à superviser. L'important, c'est que les petits points restent à l'intérieur de la boîte. Le prochain volet, c'est vraiment un volet pour vous permettre de mieux vous préparer à la formation d'Uptime Institute. En mécanique, qu'est-ce qui est vraiment important? Premièrement, c'est de définir c'est quoi les critères qu'on veut maintenir dans notre salle. Que ce soit évidemment, quand on fait une étude, même une conception, c'est vraiment revenir à la base. Quelles conditions que je vais vouloir maintenir dans ma salle de batterie, dans ma salle de transformateur, dans ma salle de serveur, puis vraiment cibler les conditions que vous voulez maintenir à tout prix. C'est quoi vos plages acceptables? Évidemment, si vous demandez, on veut maintenir 25 degrés, c'est à 50% d'humidité relative, c'est important de dire c'est quoi vos tolérances. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on veut maintenir certaines conditions de température, on veut rester à l'intérieur d'une plage acceptable pour nous. On va regarder c'est quoi nos contraintes d'opération de température et d'humidité à l'extérieur. Effectivement, il y a l'HRE qui publie un tableau annuellement, puis on a des conditions qui sont intéressantes. Uptime demande de prendre des valeurs qui sont bonnes qui arrivent une fois aux 20 ans. Si on les regarde une par une, premièrement ici, c'est la température bulbe sec. C'est la température qui est lue par un thermomètre standard. Ici, on a 92,7. Mais c'est très vraiment, c'est dans ce degré F. Typiquement, dans les centres de serveurs au Québec, on va toujours à 100,
des fois même 105 quand on est plus au centre-ville. Parce que oui, c'est quelques heures par année, mais ces quelques heures-là, les serveurs, on a les autres, ils ne partent pas en vacances, ça ne paye pas moins chaudement. Fait qu'il faut être capable de rusher cette chaleur-là. Puis, évidemment, pour les systèmes de chauffage, ici, on a moins 32,8 degrés F. Puis, on a aussi une température de bulbe humide. Dans votre cas, ça ne vous touche pas, parce que dans le bulbe humide, ça a un impact sur une tour d'eau qu'on va asperger d'eau. Fait évidemment, si on asperge l'eau, le serpentin, pour améliorer la performance du système, bien, plus que d'humidité dans l'air, moins que le système va être performant, fait qu'on va vouloir en tenir compte. Par contre, les systèmes avec condenseur à l'air, on prend seulement la bulbe sec comme point conseil. Ensuite, maintenant qu'on a évalué la capacité, qu'on a vraiment démontré qu'on est capable de maintenir les conditions qu'on veut avec les deux extrêmes, puis démontrer qu'entre les deux, on demeure stable, c'est important de comprendre qu'on peut avoir des systèmes à simple cheminement. Fait qu'à simple cheminement, ce qu'on va avoir, c'est, si on a besoin de 10 000 litres seconde pour un système de ventilation, on va installer 2 fois 5 000. Puis évidemment, si j'ai une intervention à faire, si j'ai une panne, bien, il faut que j'arrête tout le monde. Fait que c'est un simple cheminement. Ensuite, on a cheminement avec redondance de capacité. Évidemment, le précédent, ça ne sera pas plus à ce qu'on pourrait appeler de Tier 1. En Tier 2, c'est vraiment les éléments de capacité qu'on va avoir additionnels. Fait que si on va avoir 10 000 CFM, 10 000 litres seconde, c'est-à-dire, on va avoir 3 systèmes de 5 000 litres seconde. Puis évidemment, si on peut en arrêter un, puis on a quand même le débit d'air qu'on veut, puis la capacité. Si on veut installer un système qui s'apparente à un Tier 3, donc un cheminement N+1 et capacité N+1, puis évidemment, ce type de système-là, c'est pour les systèmes Tier 3 et les systèmes Tier 4. Ce qui est important de comprendre, c'est que un système Tier 3, c'est vraiment pour permettre l'entretien des travaux sans interrompre la mission du site. Par exemple, si on a un système comme ça, ce que je vais être obligé de faire pour avoir un système avec un cheminement N+1, avec une capacité N+1, j'ai besoin de mon 10 000 litres seconde. Je vais avoir 3 systèmes de 5 000 litres seconde. Fait que si je vais avoir des volets d'isolation. Mais évidemment, si j'installe un volet ici, en amont, en aval du ventilateur, bien, si je peux faire l'entretien de ce système-là, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas faire l'entretien ou le remplacement du volet. Fait que ça devient rapidement compliqué, que ce soit des volets ou des valves sur un réseau d'eau, c'est la même chose. Si à chaque fois qu'on installe un, il faut en installer deux. En installant deux, c'est que ça permet de, si je veux ici, lui, faire l'entretien, le remplacer, je peux prendre lui pour l'isoler, puis vice-versa. Fait que ça devient aussi des systèmes qui sont très compliqués à opérer, puis qui représentent un risque important. Si on veut avoir le même système avec cheminement N+1 puis capacité N+1, mais on veut qu'il réagisse de façon automatiquement, ça veut dire on résiste à une panne, on n'a pas un Tier 4, c'est que tout doit se faire automatiquement. Fait que si on a un bris, il faut que lui redémarre automatiquement, il faut que lui, s'il y a une fuite qui se ferme, puis qu'on peut se réalimenter automatiquement, tandis que quand c'est une Tier 3, c'est de façon c'est planifié, fait que ça peut être fait de façon manuelle. Puis la tendance qu'on a, autant que il y a plusieurs systèmes qui ont été faits comme ça par le passé, maintenant de plus en plus, si on a besoin d'avoir 10 000 litres seconde, on va tout simplement installer 3 systèmes de 5 000 litres seconde qui ne se touchent pas, qui ont beaucoup d'interaction, qui ont même souvent une alimentation électrique distincte en groupe de 3. C'est beaucoup plus simple à opérer. Il y a un certain coût additionnel pour les équipements de capacité. Par contre, il y a beaucoup d'équipements pour le cheminement qui ne vont pas être là. Et juste pour l'opération, on devient beaucoup plus robuste, beaucoup plus résilient à cause de la simplicité d'opération.
Fait que la conclusion, premièrement, l'air, l'humidité, c'est une interaction qui peut rapidement avoir un impact sur la qualité de l'air. Il existe une énorme quantité de systèmes de climatisation, de ventilation disponibles sur le marché. Fait que ça, c'est vraiment important de toujours choisir le mieux adapté possible. Les salles, puis évidemment, les systèmes mécaniques aussi, c'est des systèmes qui sont bons 25-30 ans. Fait que c'est important, même si des fois, il y a des systèmes qui sont légèrement plus coûteux à l'achat, c'est toujours important de vraiment le considérer quand même parce que les coûts à l'usure, les coûts qui sont récurrents chaque année, ils vont dépasser évidemment de beaucoup le coût d'achat initial. Les salles techniques ont des besoins de climatisation, de ventilation qui sont très différents de celles des occupants. C'est beaucoup une question de sécurité que de confort. Puis évidemment, oui, il est possible de jouer avec les températures des points de consigne du site de Drummondville. L'important, c'est vraiment de rester dans l'intérieur de la zone acceptable. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de présenter une formation. Merci.